Bonjour et bienvenue à une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble s'il est nécessaire de faire l'autopsie de la vente et si les réseaux sociaux et l'omnidisponibilité de l'information au numérique ont définitivement tué la vente telle que nous l'avons connue ou au contraire lui apportent un nouvel essor et de nouvelles perspectives. Beaucoup d'auteurs prétendent qu'aujourd'hui, la plupart des choses qu'on enseigne à les commerciaux sont obsolètes sur le terrain parce que nos façons de vendre et d'acheter ont drastiquement changé dû à l'émergence des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et effectivement d'une pléthore de contenu qui est accessible à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez décider d'acheter tout et n'importe quoi en 2-3 clics, que ce soit un livre sur Amazon ou une voiture complète. On sait que même Tesla est en train de supprimer tous les intermédiaires et permet à ses clients d'uniquement acheter les voitures en ligne pour des investissements qui sont quand même assez considérables. Donc oui, tout peut s'acheter en ligne, tout peut se faire en ligne, mais est-ce pour autant que tous les vendeurs qu'on connaît vont perdre leur travail et vont devoir travailler de façon totalement différente ? En fait, il y a beaucoup à boire et à manger dans ces caricatures et c'est ça dont on va discuter aujourd'hui. Évidemment, la première chose à voir, c'est qu'est-ce que ça change au niveau de la prospection. Évidemment, beaucoup d'auteurs disent que la prospection à froid est terminée, le cold calling est mort et que ça ne sert plus à rien d'essayer de décrocher son téléphone pour obtenir un rendez-vous, au pire pour vendre directement au téléphone. Ma réponse est plus nuancée. Alors, oui, évidemment, les réseaux sociaux nous aident beaucoup à pouvoir rentrer en contact avec les gens sans passer par le téléphone. Oui, effectivement, avoir accès à divers types de messagerie, qu'elles soient instantanées ou différées, nous permettent de contacter les gens de façon plus soft. Et évidemment, on serait idiot de ne pas profiter de ça. Mais néanmoins, à un moment donné ou à un autre, le contact, certainement sur des produits complexes, doit se nouer. Et à un moment donné ou à un autre, quelqu'un doit décrocher un téléphone. Un auteur que j'aime beaucoup, Job Blunt, a écrit dans un de ses livres que dans sa petite entreprise, ils ont dû recevoir à peu près 1500 mails de prospection sur une année et seulement 4 appels téléphoniques, qu'ils ne travaillent avec aucune des entreprises qui leur ont envoyé 1500 mails de prospection et qu'ils travaillent par contre avec 2 des 4 entreprises qui les ont appelés directement au téléphone. Créer de la relation humaine reste un enjeu important. Alors évidemment, il faut utiliser le numérique pour réchauffer cette relation, pour rentrer petit à petit dans le scope, dans le périmètre des gens que vous visez, pour commencer à engager la conversation et faire en sorte que le premier coup de fil ou la première rencontre ne soit finalement que l'aboutissement de tout un processus. Évidemment, aujourd'hui, le cold calling est devenu plus difficile parce qu'on parle de warm calling. Évidemment, quand je vous appelle, je vous connais déjà un peu parce que j'ai travaillé sur ma notoriété digitale et j'ai été faire des recherches sur vous, ce qui me permet d'être beaucoup plus pertinent. Donc, évidemment, servons-nous des réseaux sociaux pour arriver à réchauffer nos relations et utilisons les autres canaux pour arriver à pouvoir communiquer sans lasser et sans saturer un canal, mais réapprenons aussi à faire de la relation humaine, d'autant plus que la plupart des canaux digitaux sont déjà saturés. Vous, comme moi, ne pouvez plus supporter l'idée de devoir trier votre boîte mail et de recevoir énormément de messages commerciaux. De même, sur n'importe quel réseau social, vous commencez à être agressé par une surabondance de publicité directe ou même indirecte dans votre messagerie. Et vous savez très bien que les seuls messages qui retiennent encore votre attention sont les plus humains. Donc, savoir rédiger un message humain et savoir arriver à parler à l'humain qui est derrière l'écran, quitte à même décrocher un téléphone, fait partie des compétences qu'il faut continuer à développer. La deuxième phase qui est beaucoup challengée par les auteurs, c'est la fameuse phase de découverte des besoins. Et les auteurs nous écrivent que, en gros, puisque les clients se sont auto-diagnostiqués, ils n'ont plus besoin qu'on découvre leurs besoins, ils savent déjà exactement ce qu'ils veulent. Là aussi, il y a à boire et à manger. Alors oui, effectivement, dans les entretiens business to business, il y a plein de questions qui vont devoir disparaître. Évidemment, on ne peut plus débarquer chez un client en lui demandant benoîtement « Et qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise ?» ou combien d'employés vous avez, ou qui sont vos concurrents, ou quel est votre secteur d'activité. Tout ça doit être connu, c'est de l'information qui est disponible. Voire même mieux, vous pouvez tout télécharger en ligne, vous pouvez télécharger ses bilans, vous pouvez télécharger ses comptes annuels, vous pouvez même télécharger probablement leur dernière keynote, leur dernière conférence, leur dernière convention. Donc, sortez avec tous ces éléments en main, mais néanmoins, la phase de découverte reste un élément important. Pourquoi ? Parce que si le client
a pu s'auto-diagnostiquer, il n'est pas pour autant certain qu'il se soit bien auto-diagnostiqué. C'est ce que j'appelle dans mon univers l'effet Doctissimo. Avant, vous alliez voir votre médecin en lui disant « Tiens, j'ai un truc un peu bizarre là, qu'est-ce que c'est ?» Et aujourd'hui, vous allez voir votre médecin en vous disant « Tiens, je pense que j'ai un carcinome de grade 3 sous-incarné, je pense qu'on va devoir m'amputer du doigt et me faire une chimiothérapie et une radiothérapie locale. » Et là, votre médecin vous regarde en disant « Mais non, tu as juste une verrue en douille. » Et c'est fondamentalement ça le même problème. À force d'avoir trop d'informations en ligne, trop de sources d'informations, oui, votre client a pu s'auto-diagnostiquer, mais l'a-t-il bien fait? C'est la question. A-t-il eu les bonnes idées? S'est-il constitué des croyances positives ou négatives? En fait, le vendeur d'aujourd'hui va devoir beaucoup mieux arriver à comprendre non seulement les besoins, mais aussi les chemins d'information que son client a empruntés pour pouvoir arriver à mieux encore décoder ses besoins réels et arriver à y répondre de façon pertinente. Et ça, c'est tout un art dans lequel la stratégie de savoir poser des questions puissantes, faire émerger les besoins latents est capitale. Il faut absolument arriver à recadrer parfois les diagnostics que les clients se sont faits en allant chercher des informations sur Internet. Le pitch d'entreprise, aujourd'hui on nous dit que ce n'est plus la peine de pitcher ou de faire des grandes soutenances. Effectivement, vous êtes déjà connu d'avance quand vous rentrez chez le client. Oui, c'est vrai. Effectivement, on ne va plus déployer 50 slides pour parler de notre entreprise et savoir qu'elle a été fondée en 1957. C'est fini. Par contre, aujourd'hui, le pitch d'entreprise, quand vous êtes amené à pitcher, c'est quasiment comme si vous étiez amené à montrer votre offre. Et donc, il ne s'agit plus de faire un pitch, mais bien de montrer comment pourrait se passer la collaboration avec votre client. Et donc, cette présentation institutionnelle doit devenir finalement la projection de votre future collaboration. Mais néanmoins, l'art oratoire et votre capacité à convaincre un auditoire et à soutenir ces éléments doit continuer à être travaillé. Et de nouveau, ces éléments humains sont toujours indispensables à savoir bien vendre. La phase d'objection. On peut croire que les clients ont déjà résolu en amont toutes les objections possibles, imaginables. Et c'est vrai que certaines ont pu être mieux cadrées. Mais n'oubliez pas une chose, si les ventes sont accélérées, alors ce qu'on appelait traditionnellement la phase d'objection dans la vente est quasiment devenue la phase de négociation. Et donc, encore une fois, il faut être encore plus charpenté pour arriver à la soutenir, parce que si vous êtes bon et que vous savez prendre cette ultime phase d'objection comme une négociation sur offre avant action, alors vous allez accélérer vos processus commerciaux et vous allez sortir de là avec des deals closés et pas des propositions renvoyées, puisque quelque part, votre client aura déjà été préparé à l'idée de travailler avec vous. Les accords peuvent se prendre beaucoup plus rapidement et vous pouvez passer beaucoup plus rapidement à l'action. Merci le monde digital. Une dernière chose, et sans doute la plus capitale, et sans doute la plus émergente. Aujourd'hui, ce qui a été le principalement bouleversé, c'est le networking. On ne fait plus du networking à la papa. Oui, on peut aller dans des salons, on va à des événements et c'est très important de rencontrer les gens. Mais ces salons et ces événements nous permettent souvent d'aller rencontrer des gens qu'on a déjà pu renifler, rencontrer par ailleurs sur les réseaux sociaux. Et donc, il est important, commerciaux, managers commerciaux, de cultiver vos écosystèmes numériques. C'est votre principal travail des 5 prochaines années. C'est arriver non seulement à être en connexion avec des gens, des décideurs, des acheteurs, des clients, mais réussir à créer un écosystème commercial, une communauté. Et non seulement ça va être utile directement pour vos ventes dans l'entreprise que vous représentez aujourd'hui, mais rendez-vous compte de l'importance que ça va avoir sur toute votre carrière. Dans les années 80, dans les années 90, lorsqu'on avait un commercial VRP, à la fin de son mandat, on lui rachetait son carnet d'adresse, on lui rachetait ses cartes de visite. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise et que vous avez fait 1000 contacts pour elle, eh bien, quelque part, si vous les avez ajoutés, que vous avez cultivé ces relations sur vos réseaux sociaux, vous les gardez. Ils font partie de votre fonds de commerce. Et demain, ils font partie du fonds de commerce que vous pouvez apporter à une deuxième ou à une troisième entreprise. Même mieux, si vous avez des milliers de gens qui vous suivent et qui vous font confiance parce qu'ils ont pu toucher la qualité de ce que vous avez fait, parce que commercialement, ils ont apprécié votre engagement, eh bien, ils vont avoir envie de continuer à travailler avec vous et ils vont mettre sur vous une pression plutôt positive. Ça veut dire que demain, si vous avez un potentiel réseau de 10 000, 20 000 personnes, acheteurs potentiels qui vous suivent, vous allez être d'autant plus vigilant à savoir auprès de quelle entreprise vous proposez de mettre ce réseau. Parce que vous allez être d'autant plus vigilant à essayer de bien continuer à le servir, sachant que c'est cet écosystème-là qui vous nourrira dans les années suivantes. Vous aurez tendance à vouloir le privilégier et vous serez peut-être un peu plus regardant sur le type d'emploi et d'employeur que vous allez démarcher. Et ainsi, vous avez une chance de renverser cette espèce de force et de renverser cette espèce de condition de marché qui aujourd'hui a fait en sorte que c'est votre employeur qui est souverain
souverain, alors que demain, ce sera peut-être votre écosystème commercial qui est souverain et que vous essayerez de mieux servir. Et c'est ce que je vous souhaite parce que le but de notre travail, en plus de faire des ventes, comme toujours, c'est d'arriver à faire un écosystème client heureux et vertueux sur le long terme et c'est là tout le mal que je vous souhaite. On se retrouve dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.